C'est parti pour le grand débrief de Smart Tech aujourd'hui. Autour de la table pour commenter l'actualité dans la tech, Margarita Zlatkova, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice data et programmatique chez Weborama, je le rappelle, mais vous êtes maintenant une habituée de ce plateau. Également très habituée, Henri Dagrin, bonjour. Bonjour Delphine. Délégué général du SIGREF, et Jérôme Malza qui commence à être un habitué finalement de cette émission. Directeur de l'innovation et expert en IA générative du cabinet de conseil en transformation Micropole. Bonjour également. Alors, on va confronter nos points de vue aujourd'hui sur l'immunité du cloud avec cette question, est-ce que la France serait prête à céder sur ce sujet? Et oui, parce qu'on est à la veille finalement d'une échéance importante dans le domaine de la sécurité du cloud et de la protection des données des Européens contre les lois extraterritoriales qui permettent à certains pays d'avoir accès aux données envers et contre nos propres législations finalement. Donc on va rappeler les enjeux, on va aussi s'intéresser à pourquoi la France pourrait plier sur ce dossier alors qu'elle y est totalement opposée et quelles seraient les conséquences. Voilà pour ce grand sujet. On va aussi parler de Grok, de Sora, de Veo et on va voir si c'est génial ou alors si ça va vraiment trop loin, toutes ces IA génératives qui sont de plus en plus impressionnantes. Et puis on parlera micro-ciblage avec l'Union européenne, enfin la Commission européenne plus précisément, qui a été prise la main dans le sac. Mais d'abord, risque-t-on un bug de l'an 2025? Et oui, en faisant écho à ce bug de l'an 2000, va-t-on se retrouver face au même problème? Pour en parler, j'ai convié le spécialiste des crises, Vincent Balouet, de Maîtrise des crises, et qui a piloté finalement les cellules de crise au moment du bug de l'an 2000. Alors, Vincent, bonjour. Est-ce qu'on risque ce bug de 2025? En principe, ça devrait passer comme une lettre à la poste, si je puis dire. Néanmoins, on a un petit doute. Alors, il faut l'expliquer techniquement et très vite pour qu'on comprenne. À l'époque, j'ai eu le plaisir de piloter tout ça de 92 à 2000, en transitant par le SIGREF d'ailleurs au passage. Et donc, les entreprises qui s'y sont pris un peu tard, c'est-à-dire en gros les administrations et là où c'est compliqué d'acheter, ont fait ce qu'on appelle du fenêtrage. C'est-à-dire qu'en simplifiant, on a gardé les dates sur deux. Dans le monde entier, ça s'est passé comme ça. Et on a fait un petit algorithme pour repousser le problème. C'est-à-dire, dit autrement, en 99, on dit que ça vaut 1999, 00, on dit que ça vaut 2000, 01, etc. Mais à un moment donné, il faut bien revenir, et c'est ce qu'on appelle la borne de fenêtrage. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont fenêtré en 07, et le chef de projet en 2000 a été envoyé à la retraite, et ça s'est planté en 2007. Donc c'est les allocations familiales qui ont envoyé des lettres de félicitations aux centenaires, mais aux nouveau-nés, donc c'était en France. En 2010, les cartes bancaires allemandes se sont toutes arrêtées et ont été avalées par les distributeurs parce que c'était fenêtré en 0,10 et tout le monde avait oublié de le dire. En 2020, c'est les parkings new-yorkais qui ont empêché les voitures de payer les parkings. Alors vous allez me dire c'est bien, mais enfin bon, parce que c'était fenêtré en 20, et là on est en fenêtrage 25, c'est-à-dire que dans une petite dizaine de jours maintenant, on saura si oui ou non il y a ce qu'on appelle des résidus, c'est-à-dire des bouts de code qui traînent, des vieux machins, pour dire les choses clairement, qui ont été fenêtrés en 25 et dont le chef de projet est parti à la retraite sans le dire, sans expliquer ce qu'il fallait faire. Donc il ne reste qu'une petite dizaine de jours maintenant. Donc tout le monde a été alerté bien sûr, en principe le nécessaire a été fait, mais enfin on n'exclut pas, avec les autres anciens responsables en 2000 pays avec lesquels j'ai pu échanger, on n'exclut pas un petit peu de pagaille au 1er janvier prochain. Voilà, donc un peu de suspense. C'est rapide ce correctif là, si je ne sais pas, certains DSI nous écoutent en ce moment même. Oui, alors là maintenant c'est un petit peu tard parce qu'on a quand même prévenu un peu il y a quand même pas mal de temps, mais alors il y a deux façons de faire. La première, c'est de chercher tout de suite les dates dans les vieux codes, mais ça se fait pas en 15 minutes parce qu'il faut les chercher, les trouver, l'algorithme de date, le modifier, et le plus simple sans tout redévelopper à zéro, c'est de repousser l'échéance encore de 5 ou 10 ans, et en espérant que tout ceci soit mis à la poubelle d'ici là. L'autre façon de faire, c'est d'attendre le 1er janvier, de regarder là où ça plante, et là, du coup on voit où ça plante, et de faire les corrections. Le petit problème, c'est qu'on met la pagaille dans les données au passage. Donc dans un cas comme dans l'autre, il ne faut pas trop traîner, parce que si on ne fait rien, on va se retrouver avec la pagaille, quoi. Alors s'il y a une pagaille que dans une seule entreprise française, on arrivera à surmonter la difficulté, et le PIB va très bien, même s'il va très mal, et par contre si tout est planté, là ça va devenir très méchant, mais franchement j'y crois pas. Je crois peut-être quelques incidents et c'est tout. Niveau de risque
a priori assez faible. Il y a une cellule de crise qui a été... Ah, pardon. Le risque existe chez les uns et les autres, mais ça m'étonnerait qu'il soit systémique. C'est-à-dire que ça soit tellement le foutoir partout que ça fasse tomber les uns et les autres en même temps. Ça, j'y crois pas du tout. En revanche, qu'il y en ait un qui soit bien bloqué, ça, c'est très possible. Oui, c'est ce que je voulais dire, pardon, j'ai pas été très précise. Vous avez monté une cellule de crise au SIGREF pour l'an 2025 ? Non, Comme en 2000 ? On n'a pas monté de cellule de crise. Et par ailleurs, après avoir consulté quelques adhérents, notamment ceux qui ont des systèmes qui peuvent être de l'héritage, un peu ancien, sur des systèmes qu'il est difficile de migrer. En fait, il y a eu une séparation qui a été faite entre les systèmes cœur, donc le système d'information, et les systèmes d'information dits référentiels. Et ce sont ces systèmes d'information dits référentiels qui portent des éléments de date. Et ça a été imposé par les régulateurs et qui sont très attentifs au traitement de ce type d'obsolescence. C'est vrai pour les activités très régulées comme la banque, l'assurance. Alors dans les administrations publiques, c'est plus compliqué à dire. Mais dès que vous avez une activité qui est très régulée, ce type de sujet est particulièrement bien monitoré. Donc faut pas dire qu'il va rien se passer. Moi j'en sais rien. Mais manifestement pour les activités un peu critiques, ce sujet il est particulièrement sous contrôle. Bon, et puis le bug de l'an 2000 finalement, beaucoup ne l'ont pas vu passer. Et c'est tant mieux qu'il y ait eu la mobilisation. Alors Vincent, vous êtes spécialiste des crises, vous avec maîtrise des crises. Est-ce que vous êtes mobilisé en ce moment sur Mayotte, qui est en plein drame? L'urgence, c'est évidemment de sauver des vies, mais il y a aussi ces énormes besoins de communication. On sait que voilà, les télécoms sont complètement tombés. Enfin, tout est tombé à Mayotte. Il doit rester juste une poignée de pylônes encore debout. Donc, c'est évidemment trop tôt pour parler de reconstruction, mais le sujet, c'est peut-être de cette question de la résilience aujourd'hui des infrastructures face à ces crises climatiques qui sont peut-être pas plus fréquentes, mais plus importantes. Alors, sur Mayotte, très vite, donc oui, c'est important. Le sujet, tout de suite, c'est le secours aux personnes. Nous, on a 3 grandes entreprises très connues que dans le secteur banque, assurance et grande distribution qui sont sur place, enfin qui ont des activités sur place. Et pour l'instant, ils ont des effectifs qui manquent à l'appel. Donc, le sujet, c'est de trouver les gens et de vérifier que tout le monde va bien, et les équipes et les familles, parce que ce sont des salariés des entreprises comme tout le monde. On est sur un département français. Et donc, il faut s'en occuper. Alors après, le temps de la reconstruction, c'est vraiment pas le sujet. Là, tout de suite, tout est par terre, comme vous l'avez dit. Et avec le temps, ça va se reconstruire. Le président de la République est sur place, donc des annonces vont être faites en matière de plan de reconstruction d'infrastructures et de ponts logistiques pour envoyer du matériel et des équipements. Mais là, c'est encore vraiment trop tôt pour donner un horizon de retour à une vie acceptable. C'est plusieurs semestres avant que les choses redeviennent debout. Alors, l'autre partie de votre question, c'est est-ce qu'avec le temps, tout ceci et le réchauffement climatique, est-ce que les infrastructures des systèmes d'information doivent se durcir? Évidemment, oui. Et donc, il y a, du point de vue des DSI, 2 opérations que nous, on a lancées de notre côté. La première, c'est d'être prêt à réagir le jour où on se prend une tempête sur soi. C'est-à-dire, il y a une catastrophe qui arrive sur un data center dans une grande entreprise et tout est par terre. Et donc, il faut s'habituer à avoir des choses assez violentes et à se remettre debout rapidement. Donc c'est un peu la gestion de crise express pour DSI touchés par une tempête, pour dire les choses avec un titre court. Et l'autre chose, c'est de durcir avec le temps les infrastructures informatiques pour les rendre, disons, plus robustes et assurables au passage. À l'évidence, les assureurs aujourd'hui ont annoncé qu'ils allaient mettre un grand plan pour prendre en compte le risque climatique qui dérive. Et donc très concrètement, ils vont serrer la vis à la fois tarifaire et à la fois en termes de plancher, de prévention, c'est-à-dire qu'ils vont exiger que, comme en cyber, qu'un certain nombre de mesures soient prises pour protéger les infrastructures informatiques, sinon ça ne sera plus assurable. Donc ça, de toute façon, on y va. La question, c'est à quelle vitesse. Et nous, on a mis un plan avec nous, tous les gens qu'on accompagne pour durcir dans le temps les infrastructures informatiques et les rendre à la fois plus solides et assurables. C'est encore un sujet financier, mais c'est un sujet important, bien sûr.
Quelqu'un veut réagir? Oui, Jérôme. Une des stratégies à laquelle on peut également penser, c'est la stratégie de gouvernance multi-cloud. C'est pas mettre tous ses œufs dans le même panier, avoir la possibilité de changer. Alors pour les applications stratégiques, j'entends évidemment pas dupliquer l'ensemble des données d'une entreprise, mais pour des États, sur des applications bien stratégiques, avoir cette capacité à utiliser de la redondance multirégionale avec plusieurs cloud providers. Ça, c'est une solution qui peut être intéressante à anticiper. Justement, on va continuer à parler du cloud. Je vais vous libérer, Vincent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Vincent Malouet de Maîtrise des crises. Ce cloud, voilà, c'est un sujet de préoccupation aujourd'hui au niveau européen. Vous allez nous résumer la situation, Henri, parce que vous avez publié avec le SIGREF une tribune assez alarmante sur des décisions qui pourraient être prises au niveau européen et avoir un impact assez conséquent. En résumé, si le groupe européen de certification cyber donne un avis favorable à la version actuelle du schéma européen de certification de sécurité des services de cloud, alors ça voudrait dire que la Commission européenne pourrait promulguer un acte d'exécution. Et le problème, c'est que ce schéma, aujourd'hui, est expurgé de tout critère d'immunité aux lois extraterritoriales, alors que c'est une exigence que la France s'était fixée avec son propre schéma, le Secnum Cloud. Donc, Henri, rappelez-nous les enjeux, s'il vous plaît. Voilà, tous ces schémas européens de certification de sécurité sont prescrits par le Cyber Security Act de 2019, et notamment dans son article 51, le Cyber Security Act impose des obligations minimales pour les schémas de certification de sécurité. Et à l'évidence, la version actuelle de ce qu'on appelle le UCS, de ce schéma européen de certification de sécurité des services cloud, n'est pas conforme à ces obligations minimales du Cyber Security Act. Pour une raison assez simple, c'est que la jurisprudence Donc, ouverte... Ce que vous dites, c'est que c'est pas conforme à l'exigence de la France avec son Secnum Cloud, c'est même pas conforme pas la France. au Cyber Resilience Act. Cyber Security Act de 2019. Parce que, à la lumière de la jurisprudence ouverte par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 16 juillet 2020 ayant invalidé le Privacy Shield, qui portait sur les données à caractère personnel, eh bien, cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne est basé sur les effets produits par la section 702 du Foreign Intelligence Surveillance Act, qui est le texte de loi américain qui régule l'activité des agences de renseignement américaines et qui porte sur des données personnelles ou non personnelles et qui permet à ces agences de renseignement de faire de la collecte massive, a priori sans mandat judiciaire, des données des non-US personnes, que ce soit des personnes physiques ou morales, et sur leurs données personnelles ou non personnelles. Et ça a des effets importants sur la capacité de ces agences de renseignement d'accéder à des données européennes, notamment des données non personnelles stratégiques, des données sensibles, dès lors qu'elles sont portées par des cloud providers américains, dans un contexte où plus de 70% du marché européen du cloud, eh bien, ce sont 3 hyperscalers américains qui le préemptent en Europe. Et donc, bien, vu des exigences de l'article 51 du Cyber Security Act, qui impose en permanence, être capable de dire qui a accès à quelles données et dans quelles conditions, et de tracer tous les accès. Or, eh bien, la législation américaine interdit aux cloud providers américains de tracer les accès aux données des non-US personnes, dès lors que ce sont des agences de renseignement qui le font. Donc ça, de ce point de vue-là, nous trouvons que... Donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir un recours, finalement, juridique, si jamais le texte était adopté en l'état? C'est une question que beaucoup d'entreprises et d'organisations professionnelles comme le SIGREF se posent aujourd'hui, bien sûr. Mais voilà. Et donc, la France est finalement assez isolée dans cette position, parmi les États européens, pour une raison simple, c'est qu'il y a eu des pressions américaines extrêmement fortes, notamment en septembre 2023, Anthony Blinken a adressé une note diplomatique à la présidente de la Commission européenne en lui disant « Si vous adoptez le UCS en l'état, ce schéma de certification en l'état, qui contenait des critères d'immunité, il dit explicitement, ça ne sera pas sans conséquence sur les relations sécuritaires et économiques entre les États-Unis et l'Union européenne. À partir de là, eh bien, le schéma de certification a été expurgé dans sa nouvelle version de mars 2024 de tout critère d'immunité. Et nous, on dit,
C'est pas convenable parce que ça ne correspond pas, par ailleurs, aux besoins exprimés par les bénéficiaires de ces schémas de certification, c'est-à-dire de très nombreuses et milliers d'entreprises en Europe qui disent « bah non, nous on a besoin de ces critères d'immunité pour pouvoir héberger dans le cloud nos données sensibles et stratégiques » et d'avoir... Mais là, cette pression américaine que vous citez vraiment très précisément, elle montre à quel point c'est un sujet politique. C'est un sujet politique. Voilà. C'est pas un sujet technique, c'est pas un sujet de droit. C'est un sujet politique. Qui veut réagir là-dessus les entreprises, elles sont sensibilisées à cette question aujourd'hui, parce que vous avez évoqué la nécessité de passer au multi-cloud pour sécuriser, pas mettre toutes ces dans le même panier, mais il y a aussi la question du multi-cloud qui permet justement de mettre certaines données, de faire des choix en fait, protégés de toute loi extraterritoriale. Les entreprises qu'on accompagne sur ce sujet multi-cloud en particulier le font de façon cohérente et raisonnée en utilisant des clouds souverains européens sur les données les plus sensibles et en hébergeant le reste des données sur des cloud providers internationaux. Moi, le risque que je vois derrière ça, alors le côté exigence qu'on doit conserver sur le sujet est incontournable. Le risque, c'est de voir si les cloud providers internationaux ne veulent pas se conformer à ces normes-là. Certains services qu'ils nous offrent aujourd'hui disparaissent demain pour les entreprises européennes et ça peut être un vrai sujet de compétitivité économique de ne plus avoir accès à certains services. Pourquoi ces services disparaîtraient si... Non, mais attention. Le schéma européen, le UCS, n'est pas un schéma obligatoire. Ça a bien été confirmé par la Commission européenne. C'est un schéma d'adhésion volontaire pour les entreprises qui expriment, ou les administrations publiques qui expriment un besoin particulier de protection de leurs données sensibles et stratégiques non personnelles. Et par ailleurs, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si on n'a pas un EUCS avec ses critères d'immunité à l'échelle européenne, eh bien, il va y avoir une fragmentation réglementaire en Europe des schémas de certification de sécurité résiduelle comme SecNumCloud en France qui pourrait rester avec des garanties assez faibles d'ailleurs. Et puis on aura la même chose en Allemagne, en Espagne, en Italie. Moi, ce que je crains davantage, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, ça en provoque France, une fragmentation réglementaire qui est délétère pour le marché unique européen et le marché du cloud en Europe. Et ça peut mettre quand même en difficulté les entreprises qui ont lourdement investi dans le SecNumCloud, qui ne servirait plus à grand-chose finalement. Marguerite. Tout à fait. Et moi, je me pose la question aussi sur notamment l'hébergement de ces données sensibles dont vous parliez. Les administrations qui sont un peu moins... je pense, éduquer sur tous ces sujets-là que les entreprises privées et qui ne soient pas obligées à un moment à démultiplier le stockage de données, des données sensibles sur des serveurs qui répondent aux exigences qu'on demande et d'autres données sur d'autres et donc créer une fragmentation encore plus grande pour ces entreprises-là qui sont quand même moins réactives, je trouve, que le privé. Ouais. C'est pour ça que nous avons adressé hier un courrier à Ursula von der Leyen et à Henna Virkkunen, qui est la nouvelle vice-présidente exécutive en charge notamment des technologies dites souveraines, en lui rappelant quelles sont nos exigences, en lui rappelant pourquoi nous avons besoin d'un EUCS avec, dans son niveau le plus élevé, des critères d'immunité, et en lui disant que nous trouvons qu'aujourd'hui, eh bien, ce schéma de certification, dans sa version actuelle, n'est pas conforme à l'article 51 du Cyber Security Act. Et au niveau politique, qui se bat aujourd'hui sur ce sujet-là en France ? C'est Clara Chapaz qui est sur les sujets de cybersécurité. Oui, mais aujourd'hui, vous comprenez on a un gouvernement démissionnaire, je vous l'accorde. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, le portage politique est assez faible et la parole de la France auprès des instances politiques en Europe est particulièrement dégradée. Hélas, il faut le reconnaître. Et donc aujourd'hui, eh bien, la capacité de la France... Alors attention, on n'est pas des fétistes et on fait confiance au pouvoir public pour porter ce sujet. Mais enfin, il ne faudrait pas qu'à la faveur de ces faiblesses politiques françaises, eh bien, il y ait des décisions rapides prises par la Commission européenne qui contreviendraient aux exigences portées par des milliers, je le répète, d'entreprises en Europe. Allez, on passe à notre autre sujet. Je ne suis pas sûre que ce soit beaucoup plus léger, mais enfin au début, quand on essaye de l'utiliser, c'est assez fun, je dois dire. C'est l'IA générative Grok d'Elon Musk et sa capacité spectaculaire à créer des fausses photos qui intègrent les visages, par exemple, de vraies personnalités, notamment politiques. Donc, est-ce que vous vous dites, c'est vrai, c'est absolument bluffant ce qu'on peut faire, ou là, vraiment, ça va trop loin, Margareta ?
Alors, d'un point de vue technologique, c'est bluffant. Effectivement, je pense que vous avez toutes les photos qui ont circulé, qui donnent quand même une illusion de vraie photographie. Je pense que c'est ça la grosse réussite de le fameux modèle Aurora qui est sorti justement là début décembre. C'est qu'on a l'impression d'avoir des vraies photos en face. Après, est-ce qu'on va trop loin ? Je pense que oui. On a encore un exemple, et on en parlait juste avant l'émission, de la capacité d'Elon Musk de respecter les règles éthiques et morales, mais aussi réglementaires. Parce qu'on a plusieurs sujets, je pense, qui se posent derrière, entre des sujets juridiques comme le droit à l'image, tout simplement, ou le droit à la protection des marques, parce qu'on a des personnages aussi de fiction, notamment Mickey, qu'on a vu affibuler de manière très différente. Mais on a aussi le droit à la protection de la personnalité pour toutes les personnalités qui sont exploitées. On a aussi beaucoup d'autres sujets qui se posent d'un point de vue légal. Mais aussi, ça sert énormément les problèmes qu'on a déjà détectés sur X, qui sont la diffamation, les fake news, le fait de mettre ces personnalités dans des situations qui peuvent porter préjudice à eux, mais aussi à des populations vulnérables. On en a parlé à plusieurs reprises. L'esprit critique chez les mineurs, chez des gens exposés beaucoup aux écrans, exposés à des situations conflictuelles, complexes, à quel point ce type de personnes-là sont capables de comprendre ces montages-là et d'avoir l'esprit critique pour concrètement analyser la situation. Ouais. Et puis aujourd'hui, c'est un outil qui est entre les mains de tout le monde, hein, parce que ce groupe 2, il est gratuit, accessible à tous les utilisateurs de X, de la plateforme X. Je ne sais pas s'il va le rester avec l'IACT, ça va peut-être changer les choses, mais dans tous les cas, vous avez d'autres modèles, vous avez des modèles chinois, je pense à Kling AI, qui offre les mêmes capacités, qui va même plus loin à mon sens que ce qu'offre Sora en termes de qualité. Par exemple, vous avez Flux, qui est un modèle d'IA générative d'image, qui est open source, que vous installez en quelques clics sur votre PC. Donc aujourd'hui, la vraie difficulté, comme vous le disiez, c'est qu'on n'a plus de frontières, il n'y a plus de limite entre ce qui est généré par de l'IA générative et ce qui est la réalité. Et cette absence de limite, malheureusement, oblige à une chose, et une seule, c'est l'éducation. L'éducation du grand public, l'éducation de nos enfants, pour leur expliquer que justement tout ce qu'on peut voir, lire aujourd'hui, entendre, ce n'est pas forcément la réalité, et qu'il faut faire cet effort de vérification, cet effort de contradiction. Par essence, l'humain est feignant, on ne le fera peut-être pas pour tout, mais il y a des sujets sur lesquels ça va devenir indispensable. Ces outils sont devenus tellement accessibles, faciles à utiliser, que de toute façon, il y aura des mauvaises utilisations, comme tous les outils, et vous aurez des organisations qui l'utiliseront pour faire de la fake news, pour faire du complotisme. Là, on aurait pu attendre quand même une réaction sur la modération sur la plateforme X. C'est à l'image de ce que fait Elon Musk. Il veut un outil d'expression et de liberté d'expression, comme les X. La différence, effectivement, de OpenAI ou d'autres, notamment Midjourney, qui ont mis quand même un certain nombre de limites, dont le fait de ne pas pouvoir utiliser des visages de personnalités ou de mettre des personnalités dans des situations dégradantes, plus beaucoup d'autres limites qui n'existent absolument pas du tout sur XAI aujourd'hui. Et pour l'instant, on n'est pas encore à l'échelle vidéo. Je disais qu'on allait aussi parler de Sora. Ça arrive. Voilà. Mais on voit que ça arrive très très vite. Alors ça coûte encore un petit peu cher. Ça, c'est déjà un frein sur l'utilisation. Mais... Même pas Kling AI, le modèle chinois dont je parlais, est gratuit. Il n'est pas encore open source, mais il est gratuit. Vous pouvez l'utiliser avec des photos de personnages publics et animer une photo en vidéo en 3 clics. Ouais, mais ça va être un des enjeux du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle du 11 et 12 février prochain. C'est comment est-ce qu'on a su le faire sur plein de sujets différents. Comment est-ce que la communauté internationale, dont les membres, il faut le rappeler quand même, ce sont les États, vont s'entendre pour éventuellement mettre en place des régulations. Alors on a su le faire sur plein de sujets, c'est compliqué, c'est long, mais je ne crois pas qu'on ait le choix. À un moment, il faudra qu'il y ait une capacité régulatoire mondiale pour dire voilà quelles sont les limites à ne pas franchir et voilà comment on identifie, on oblige l'identification des produits générés par des outils d'intelligence artificielle. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses maintenant hybrides aussi. Il y a un bout qui a été généré de manière artificielle, un autre pas. Bon, ça rend les choses beaucoup plus complexes. Les GAFA du travail, juste pour terminer, les GAFA du travail, vous avez Meta qui a annoncé que dorénavant sur Instagram, sur Facebook, ils identifieraient les contenus créés par des IA. Vous avez Google qui travaille sur une norme de watermarking de contenu.
Mais encore une fois, à partir du moment où l'outil technologique a cette simplicité d'usage, on sera forcément confronté à des organisations qui l'utiliseront de façon malveillante. C'est pour ça que l'éducation est un élément, je pense, prioritaire. On est d'accord. Il nous reste pas beaucoup de temps pour parler de la Commission européenne qui a été condamnée pour avoir recouru à du micro-ciblage politique pour influencer l'opinion aux Pays-Bas, en l'occurrence très précisément sur un sujet sensible, le projet de règlement sur le contrôle des messageries privées, qu'on appelle, pour ceux qui ne l'aiment pas, ce règlement chat control. Je voulais juste, Margarita, parce que vous connaissez bien ce sujet du micro-targeting, si on le dit en anglais, quelles sont les règles aujourd'hui à respecter ? Alors aujourd'hui, on a le règlement pour la protection des données personnelles en Europe qui est celui qui encadre justement ce type de micro-ciblage dans lequel effectivement on a les croyances religieuses et les opinions politiques qui font partie de ce qu'on appelle les données sensibles. Donc on n'a pas le droit aujourd'hui de les utiliser. Tout à fait. Pour cibler les gens utilisant ce type de données-là, aujourd'hui est totalement illégal. Ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez vu, c'est qu'en fait, ils n'ont pas demandé aux plateformes d'utiliser le ciblage politique. Ils ont été plus malins que ça. En fait, ils ont exclu des mots-clés qui leur permettaient d'identifier des populations. Donc en fait, le RGPD est plutôt bien fait sur ce domaine-là parce qu'il effectivement protège les citoyens contre le ciblage direct, c'est-à-dire je vais cibler quelqu'un qui est intéressé par Marine Le Pen, donc forcément je connais ses opinions politiques, mais ça exclut aussi la façon indirecte de détecter des opinions, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. En fait, ils ont fait cette manière détournée parce qu'ils ont cherché des personnes qui ne sont pas intéressées par un certain nombre de sujets, Marine Le Pen, Giorgia Meloni, etc., ce qui indiquait des personnes de gauche, et plutôt avec des comportements libéraux, versus des personnes de droite qui auraient été identifiées directement. Et donc, c'est une manière détournée que beaucoup d'autres utilisent. Il y a d'autres organisations politiques qui ont recours à ce type de ciblage. Et c'est bien d'avoir ce message fort de la CEDP, qui est le contrôleur justement de l'Union européenne de ces comportements-là, parce que ça va donner le ton, même si pour l'instant, il n'y a pas eu d'amende. On s'est arrêté avec un blâme en disant les comportements se sont arrêtés, les pratiques aussi. Mais on veut quand même donner un signal fort. Mais effectivement, c'est quand même dommage de se faire attraper la main dans le sac alors qu'on édite justement ces normes-là. Et on est les premiers à devoir les respecter. Ils ont été malins, mais pas autant que Max Schrems, qui est vraiment un veilleur, parce que c'est grâce à son organisation NIOB, que cette affaire est sortie. C'est pas la première fois que la CEDP, qui est la CNIL de l'Europe, de la Commission européenne, entre en conflit avec la Commission européenne. Et il y a quelques mois, pour l'usage des produits Microsoft sur Azure, la CEDP a condamné la Commission européenne en lui disant que son usage n'était pas conforme au RGPD. Et la Commission européenne a attaqué sa propre CNIL, la décision de sa propre CNIL. Et aujourd'hui, donc, je ne sais pas où en est le contentieux. Ça montre qu'on est dans des États démocratiques en même temps, tout ça. C'est assez surprenant d'attaquer sa propre CNIL, c'est intéressant. Un dernier point intéressant, c'est que ce ciblage-là, c'est encore passé sur X. Alors on revient sur lequel, dont la politique de confidentialité interdit formellement le fait d'utiliser ce type de données-là. Or, la campagne a tourné pendant un certain temps, elle n'a pas été arrêtée, elle n'a pas été détectée. Donc, il n'y a pas eu de monitoring du tout. Donc, les règles n'ont pas été respectées. Alors, NIOB annonce avoir également aussi en octobre dernier attaqué en fait. N-O-Y-B. Exactement. Annonce avoir aussi attaqué X. On va attendre avec impatience de savoir ce que cette action-là va donner. Merci beaucoup, Margarita Zlatkova de Weborama, Henri Dagrin du SIGREF et Jérôme Malzac de Micropole. Merci à tous de nous suivre sur la chaîne Be Smart for Change. C'était Smart Tech, à très bientôt. Et puis très belle fête si on ne se revoit pas avant 2025.